Tourne à nouveau vers François Asselineau. Pourtant, il y a quelques mois, vous l'avez entendu comme moi, notre inimitable Premier ministre disait « Bravo l'Europe, heureusement qu'elle est là l'Europe pour les vaccins ». Alors là, quand on voit le résultat aujourd'hui, on est affligé. Ben oui, si vous voulez, c'est les faits, comme disait Nietzsche, il n'y a rien de plus, c'est les faits et leur formidable éloquence. On ne parle d'ailleurs jamais de ce qui se passe en Russie, en Chine, en Inde, dans un certain nombre de pays en voie de développement. Moi, j'ai l'œil rivé en permanence sur ce qui s'y passe. Je trouve tout à fait extravagant, par exemple, que on n'ait toujours pas la possibilité d'avoir accès aux vaccins russes ou chinois. Je pense qu'il y a aussi il doit être clair pour tout le monde que les Français qui ne veulent pas être vaccinés ont le droit de ne pas l'être et ont le droit de ne pas subir des pressions de toute nature. Ça a d'ailleurs été le Conseil de l'Europe l'a affirmé récemment. Le Conseil de l'Europe, c'est pas la même chose que l'Union européenne. Dans le Conseil de l'Europe, vous avez la Russie, vous avez la Suisse, vous avez la Norvège, vous avez l'Islande en plus des pays européens. Moi, ce que je pense, c'est que, ce que je vois, pour résumer, la construction européenne file le même destin que la construction du socialisme. C'est-à-dire que ça n'est pas fondé sur les mêmes présupposés. Dans un cas, il fallait tout nationaliser, il fallait combattre les intérêts individuels. Le stakhanovisme, c'était ça. Mais le problème dont on s'est aperçu avec les décennies, c'est que si vous empêchez l'intérêt individuel d'agir, les gens ne font plus rien. Enfin, je schématise. Et donc, vous avez des pays qui, les uns après les autres, tombent dans la bureaucratie, dans l'inefficacité. Les statistiques sont lamentables. Il faut truquer les statistiques parce qu'on prétend avoir la loi de l'avenir. Et petit à petit, on s'enfonce dans des sociétés dictatoriales, totalitaires, tatitata. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un moment à partir duquel, dans l'Union soviétique, on avait le droit de critiquer plein de choses. Au Soviet suprême, les gens se critiquaient. Il manquait des lits à l'hôpital de Nijni-Novgorod. Il y avait eu du coulage dans telle ou telle sauve-cause en Ouzbékistan, République socialiste soviétique d'Ouzbékistan. Ça gueulait ferme, etc. Donc on peut pas dire qu'il n'y avait pas de critique. Mais il y avait une chose qu'on n'avait pas le droit de critiquer. C'était les fondements du régime, c'est-à-dire le principe de la construction du socialisme, qui était irréversible, etc., etc. Or, quand vous avez une structure étatique que vous n'avez pas le droit de critiquer et qui manipule des millions et des centaines de millions de roubles, par exemple, des milliards de roubles, qu'est-ce que ça fait? Petit à petit, ça draine dans cette structure toutes les mafias possibles. Et l'Union soviétique s'est achevée. Dans les mafias, vous savez, il y a la mafia du coton en Ouzbékistan, il y avait le gendre même de Leonid Brejnev qui était c'était le cynisme complet et l'argent. Et c'est la même chose avec la construction européenne. La construction européenne, elle n'est pas fondée sur le présupposé qu'il faut lutter contre les intérêts individuels, elle est fondée sur un autre présupposé, c'est qu'il faut lutter contre les intérêts nationaux. C'est pas bien. Donc, il faut condamner les intérêts nationaux. Bon. Mais de la même façon que sous l'URSS, si on condamnait les intérêts individuels, ça ne les empêchait pas d'exister quand même. Et s'ils n'étaient pas récompensés, les gens baissaient les bras. C'est pareil avec la construction européenne. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous dites qu'il faut combattre ce que Bruxelles appelle les égoïsmes nationaux qu'ils cessent d'exister. Et si vous combattez les égoïsmes nationaux, c'est-à-dire l'intérêt national, on arrive dans un pays comme la France qui souffre d'abord et avant tout d'une crise morale très profonde. Puisqu'on voit bien, on sent bien, les Français sentent bien que M. Macron ne défend pas les intérêts nationaux. Et on voit aussi qu'il y a des pays au sein de l'Union européenne qui défendent mieux leurs intérêts nationaux que d'autres. L'Allemagne, par exemple, la Pologne, la Hongrie, le Royaume-Uni, ils sont partis. Nous, on est un peu les dindons de la farce. On est un peu les jobards. C'est-à-dire que, on le voit d'ailleurs, les décisions. Regardez ce qu'il vient de décider. Monsieur Castex, ça vient de décider de fermer enfin les frontières, parce que ça, c'était la truc efficace à faire, mais pas les frontières de l'Union européenne. Ça, c'est de l'idéologie, encore. Oui, c'est de la pure idéologie. Regardez l'Allemagne, ce qu'elle vient de faire. Elle a dit qu'elle ferme les frontières, mais elle ferme aussi la frontière avec le Portugal et avec l'Irlande, qui sont très infectés. Nous, vous vous rendez compte de la dingoterie du truc? Monsieur Castex interdit à des Taïwanais ou à des Japonais de venir en France, alors qu'ils ont un taux d'infection quasiment nul. Mais en revanche, la frontière est ouverte avec la Belgique, qui est le pays où il y a le plus d'infections au monde. On en est là. Alors,
de la même façon, l'Union européenne est devenue une gigantesque machine à brasser des milliards et des milliards d'euros. Et vous n'avez pas le droit de la critiquer. Donc qu'est-ce que ça fait ? C'est inévitable, c'est dans la nature humaine. Vous voyez affluer des aigrefins, des entreprises de la mafia, en fait, et qui, sous couvert de construction européenne, plus jamais la guerre, etc. Enfin, c'est Tartuffe incarné. Vous avez des gens qui s'en mettent plein les fouilles. Et si vous demandez des comptes, on vous traite de complotiste. C'est assez pratique. Alors, bon, tout ça, malheureusement, la France est en train de s'abîmer dans cette affaire. Oui. On est en train de perdre notre prestige international, de notre industrie, on est en train de torpiller des intérêts nationaux les uns après les autres, mais la première chose à faire, effectivement, et ça je rejoins le docteur Soulier de tout à l'heure, c'est qu'il faut que les Français se redressent, se ressaisissent, et j'allais dire, moi j'aurais presque un petit médicament à moi, c'est mon hydroxychloroquine à moi, intellectuel, c'est que je vraiment appeler les Français à faire comme sous l'occupation. Sous l'occupation, si vous voulez, il fallait colporter les informations, et De Gaulle en 40, il passait pas sur Radio Paris. Hein. Moi, je suis complètement blacklisté des grands médias. Je suis pas le seul d'ailleurs, mais en 40, il y avait la BBC londonienne, c'est un peu l'équivalent d'Internet d'aujourd'hui. Il faut absolument que le plus grand nombre de Français comprennent que des médias comme TF1, comme BFM TV, leur font la guerre. Ils sont les véhicules de structures financières qui sont là pour s'en mettre plein les fouilles. C'est exactement ça. Peu importe que la France en crève d'ailleurs. Hein. Nous avons affaire à des gens qui sont d'un cynisme extraordinaire et qui sont en train d'essayer encore une fois de manipuler l'élection présidentielle de 2022 en promouvant de façon délibérée quelques candidats dans l'objectif de faire réélire Macron. Voilà. En particulier, je sais que je vais peut-être choquer certains auditeurs de votre radio, mais c'est pas ce qui m'empêchera de le dire. En particulier, Madame Le Pen. Vous avez vu que le dernier truc en date, c'est que maintenant elle est pour Schengen. Donc Madame Le Pen, elle est pour l'Union européenne, elle est pour l'euro, elle est pour l'OTAN, elle est pour Schengen. Sur les questions sociétales, elle a tout laissé tomber. Et maintenant, elle demande même, j'ai vu l'armée européenne qui doit intervenir en Afrique. Enfin, moi, je ne sais plus ce qui sépare Madame Le Pen, honnêtement, de Xavier Bertrand ou même de Monsieur Macron. Voilà. François Asselineau, moi j'ai toujours dit Marine Le Pen arrivera un jour au pouvoir, le jour où son parti aura le programme du Parti socialiste. Et en effet, ça s'en rapproche, ou en tout cas des partis de gouvernement actuels. Olivier Soulier, et après nous revenons à Charles-Maxence Layet. Oui, je pense que si on met un peu les pieds dans le plat, il faudrait vraiment considérer que le lobbyisme, c'est de la délinquance et pathologiser systématiquement les lobbyistes. C'est-à-dire, il y a 20 000 personnes à Bruxelles qui sont à éliminer. C'est très clair. On sait très bien ce qui se passe. C'est vrai aussi que je me souviens de l'histoire de François Mitterrand, de Daniel Mitterrand, qui disait à François Mitterrand, mais pourquoi tu fais pas pourquoi tu as été élu? Et il lui répondait, mais tu sais, elle a dit ça dans ses mémoires, mais tu sais très bien que c'est plus moi qui commande. Donc là, on a vraiment une question fondamentale comme ça, où il faut qu'on se pose la question fondamentale de ce qu'il faut faire, quoi. Et vous me posiez la question là de vos auditeurs, qu'est-ce que je peux faire pour m'engager contre cette dictature? Oui, alors ça, justement, parce on a perdu du temps dans la première partie, et une invitée qui fait partie aussi de votre organisation Réinfo Covid devait intervenir sur la fin, sur les collectifs citoyens. Si vous voulez bien nous en dire deux mots, et après Charles-Maxence Layet, et on revient à François Asselineau. Oui, bon, alors c'est simple, pour ceux qui sont désespérés, qui s'imaginent qu'il n'y a rien à faire, je dis clairement, il y a des choses à faire, je dis clairement, il faut réinvestir la politique, c'est quelque chose d'important, mais la chose publique de base, c'est sa capacité qu'ont les citoyens de se réunir, et il y a un certain nombre de collectifs qui sont mis en place et qui sont très importants. D'ailleurs, je voudrais dire qu'aujourd'hui, les gens que l'on appelle aujourd'hui complotistes, on les qualifiera comme ce qu'on a qualifié les justes de la Seconde Guerre mondiale. C'est clair. Ça se passera comme ça. Et donc, il y a un certain nombre de collectifs qui se sont mis en place. Il y a Réinfo Covid, il y a Laissons les médecins prescrire, il y a la 4e voie, il y a Réaction 19. Alors, au sein de Réinfo Covid, je crois, parce qu'il y a des médecins, mais vous avez aussi des collectifs locaux de personnes qui ne sont pas des médecins. Oui, alors il y a effectivement Réinfo Covid, et le collectif qui est peut-être le plus récent, mais qui avance le plus vite en taille, et c'est extrêmement positif de voir ce mouvement
très puissant et c'est très rassurant de voir la conscience des citoyens qui se disent je peux reprendre ma vie en main. Et il y a effectivement des collectifs locaux de citoyens qui organisent à Lille par exemple, il y a demain une manifestation avec de la musique créative, etc. pour être dans une notion de dire regardez, on manifeste mais c'est pas du tout dans la violence. On va faire de la musique dans les rues, on va jouer de la musique, on va faire des spectacles. On va refaire. Donc il y a toute une série de collectifs qui existent et c'est tout. Il suffit d'adhérer, il suffit de... Ce sont des collectifs qui ne manipulent aucun argent, qui ne fonctionnent qu'avec des centaines de bénévoles et qui aujourd'hui sont des mouvements extraordinairement qui évoluent très vite et qui portent simplement des paroles de vérité. Il n'y a rien d'autre. Merci Olivier Soulier. Pour la première partie, alors il y a énormément de questions, j'en suis désolé pour les auditeurs, je n'ai pas le temps de les poser. J'essaie déjà de poser quelques questions sur le standard, je répondrai sur beaucoup de questions qui ont été envoyées par courriel. J'ai vos courriels, je vous répondrai ou nos invités vous répondront. Une félicitation pour la première partie de l'émission, les invités, surtout pour le docteur Fouché, très vivant et très cultivé. On est tous d'accord là-dessus. Vous êtes toujours parmi nous d'ailleurs, docteur Fouché ? Toujours là, j'aimerais bien rebondir sur cette idée du politique et du réinvestissement politique. Alors voilà, mais par contre il faut avancer, donc oui vous avez 5 minutes, parce qu'après j'aimerais qu'on passe sur le passeport vaccinal. Docteur Fouché. Simplement, mais je crois qu'il y a un vrai enjeu autour du monde médiatique et du monde juridique. Dans un moment de déferlement totalitaire, tenir l'état de droit est quelque chose de fondamental. Je crois qu'utiliser nos droits tels qu'ils existent, sans vouloir en chercher de nouveaux, est extrêmement important. Aujourd'hui, les tribunaux sont très peu sollicités par les citoyens. Or, vous pouvez solliciter de manière pénale, administrative, civile. Il y a de très nombreuses requêtes à faire de tous les côtés. Donc là, il y a des collectifs d'avocats qui sont autour de Réinfo Covid et qu'on essaie de coordonner autour d'une table, que ce soit Réaction 19 de Carlo Brusac, vous aviez déjà invité, ou bien Click and Requête de David Guyon, ou bien encore d'autres. Mais je crois qu'il faut utiliser vos droits, ne pas hésiter à utiliser le droit pénal pour obstacles et obstructions à la liberté d'expression. Et je crois que les avocats n'attendent que ça, de faire tomber le pouvoir médiatique. Car aujourd'hui, François Asselineau l'a dit, les élections sont un théâtre d'ombre où ce sont finalement les médias qui font élire la marionnette sortie du chapeau de Attali. Voilà, il est temps de reprendre une capacité de publication et de diffusion, ce que je disais au départ, et je crois qu'un des gros enjeux de cette résistance, c'est ça. Et donc nous avons besoin de hackers, nous avons besoin de programmeurs, nous avons besoin de plateformes internet alternatives, nous avons besoin de rentrer de manière interstitielle dans le net et dans les grandes majors de la publication sur le net, que sont les GAFAM. Et de maintenir ça. C'est pour ça qu'on met autour de la table des journalistes qui sont en train de s'extraire de ce système en déliquescence, comme l'a très bien expliqué avec le recul historique François Asselineau sur la construction du socialisme. Vraiment, je trouve ça magistral en fait cette démonstration. Et puis elle permet en plus de le voir avec humour et avec sérénité. Vous avez des systèmes qui s'effondrent et les grains qui en sortent sont des gens fondamentalement honnêtes et qui cherchent le bien commun pour l'immense majorité d'entre eux. Et aujourd'hui, vous avez des journalistes qui cherchent à faire autrement et à recréer des médias indépendants et qui soient utiles aux citoyens à se faire une idée. Vous avez des avocats qui de même sortent du système juridique frelaté avec certains juges qui sont complètement partiaux et qui veulent prendre leur revanche sur les médias puisque jusqu'ici, les médias jugent en premier et en dernier ressort avant même le système juridique. Le judiciaire, pardon. Et voilà. Très bien. Merci pour cette intervention. Charles-Maxence Layet, il nous faut avancer et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, toujours vu de l'Europe, ou pas d'ailleurs, en tant que Français, de ce que vous craignez voir apparaître de plus en plus, c'est la dictature numérique avec les... Attendez, laissez-moi quand même vous poser la question, et après peut-être que vous voudrez... et donc voilà, j'aimerais... Oui, mais ça vous le savez, mais pas les auditeurs. Donc, dictature numérique, passeport vaccinal, ça sera ma seconde question, sachant que quoi qu'il arrive, je vous préviens, je dois rendre l'antenne, et il y a encore une chronique. Donc j'aimerais qu'on avance. Je vous écoute, Charles Maxence. Oui, alors juste, je voudrais préciser par rapport à ce qui a pu être dit précédemment, tout n'est pas que de la faute de Bruxelles, parce que moi, pour le vivre de l'intérieur, aucune décision à Bruxelles n'a lieu sans qu'elle soit entérinée par les États membres. Aucune décision.
Ok, on a le Parlement qui n'a pas le pouvoir qu'il devrait avoir, mais il a toutefois un pouvoir symbolique qui est celui d'avoir été élu par les populations au suffrage universel. On a la Commission qui est effectivement une technostructure qu'on peut qualifier de bureaucratique, qu'on peut qualifier de gouvernement, qu'on peut qualifier enfin en tout cas de fonctionnaires anonymes, d'armée de fonctionnaires anonymes. Et puis on a les États membres. Et sans les États membres, il n'y a aucune décision qui est possible et qui est valide. Par exemple, l'autorisation du glyphosate qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années, elle n'a été possible que parce qu'il y a eu un comité spécialisé, parce qu'il y a des comités surtout à Bruxelles, et donc à chaque fois c'est des comités avec 27 ou 28 représentants, ça dépend combien on a d'États membres au sein de l'Union européenne, et qui ont voté à la majorité en faveur de le renouvellement du glyphosate. Et en l'occurrence, comme pouvait le rappeler M. Asselineau, c'est effectivement l'Allemagne qui a fait basculer le vote pour une réautorisation du glyphosate. Ok, donc faut bien avoir conscience, et ça marche pareil pour les autorisations de vaccins, ça marche pareil pour n'importe quel dossier. On est toujours avec des comités techniques où on est un rassemblement d'individus nommés par les États membres qui décident des choses. Donc attention à taper sur Bruxelles, alors qu'il faut mettre la pression sur les États membres pour que ça change aussi là-haut. Voilà. Et donc, par rapport au fait de réinvestir la chose publique, comme ça a été dit, oui, effectivement, c'est une évidence que ça doit être fait, parce que si c'est pas le cas, on va se faire manger par des intérêts plus grands que nous, qui ne songent qu'à leur poche et au pognon de dingue qu'ils veulent récupérer en faisant du détournement de l'argent public. N'ayons pas peur des termes. Mais pour autant, on a les élus que l'on mérite. Si on ne s'implique pas effectivement dans la sphère publique et dans le pouvoir politique, eh bien malheureusement, c'est d'autres intérêts que l'intérêt des citoyens et de la démocratie qui seront servis par les élus en place. Réponse, Charles-Maxence Layet, réponse de François Asselineau, et après je veux que vous nous parliez du passeport vaccinal, mais il faudra aller vite, sinon je n'hésiterai pas à couper. François Asselineau. Oui, ce que vient de dire M. Layet est exact. C'est vrai que les grandes décisions sont prises par les États, mais ça doit être, cette affirmation qui est exacte, doit être très fortement nuancée par la pratique. La pratique, ça a été parfaitement d'ailleurs établi, réfléchi, déterminé de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle la pression des pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire des semblables. C'est-à-dire, moi, je l'ai vu de mes yeux, quand j'étais en cabinet ministériel. D'ailleurs, je repense à cette réunion dont je parlais tout à l'heure à l'Élysée. Lorsqu'il y a un sommet des chefs d'État et de gouvernement, il va y avoir 35, 40 dossiers. Bon, ils ont plusieurs heures. Ils étaient 28, à l'époque d'ailleurs en 95, ils étaient 15. Maintenant, ils étaient 28, ils sont 27 maintenant. Et vous ne pouvez pas, quand vous êtes chef d'État et de gouvernement, dire non à tous les dossiers. C'est impossible. Sinon c'est le blocage. Et il y a quand même une idéologie qui est derrière. Et puis par ailleurs, ils arrivent au dernier moment, c'est-à-dire que toutes les administrations nationales ont déjà participé à l'élaboration de tout un truc, puis après ça a été toutes les administrations bruxelloises. Et il est bien connu que les Français ne savent pas faire de lobbying, que nous avons, les Français, leur genre de beauté, parce que nous sommes empreints d'un État de Louis XIV, centralisé, il faut être à la tête, mais on n'a pas la vision que peuvent avoir les anglo-saxons qu'il faut en fait infiltrer tous les niveaux dans l'élaboration d'un processus de décision. Et donc, nous, on se gargarise parce qu'on va avoir Madame Lagarde à la tête de la BCE, Monsieur Barnier ici, mais en réalité, les décisions, elles se prennent tout au long d'une alchimie administrative où les Français sont en général très minorisés, et quand en plus de ça, ils sont à la tête d'une direction, eh bien, ils sont idéologues et ils sont souvent en faveur de l'idée européenne au détriment des intérêts nationaux. Vous savez, je cite quelquefois ce mot extraordinaire de Sir Christopher Soames, qui était le gendre de Churchill et qui était ambassadeur du Royaume-Uni en France en 1963-64 sous De Gaulle. Donc on pouvait pas avoir un ambassadeur plus extraordinaire. Il était très drôle, et comme tous les nobles britanniques, il parlait très bien français. Il avait dit un jour: il faut toujours mettre un Français à la tête d'une organisation internationale parce que c'est le seul qui ne défend jamais les intérêts de son propre pays. Eh bien, on en est là. Alors, effectivement, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Layet. Il faudrait mais il n'en demeure pas moins
que quand vous avez 27 pays, il faut faire des compromissions. Et donc, je me rappelle la réunion que j'avais à l'Élysée, en 95, encore une fois. Eh bien, maintenant, si vous voulez, s'il y a des réunions de préparation d'un sommet européen, il faut voir comment ça va se passer. Et il y aura peut-être un dossier sur lequel Macron pourra éventuellement s'opposer, mais il peut pas s'opposer à tout, sinon c'est le blocage général. Et puis, il y a eu, vous savez, si je te passe la moutarde, tu me passes les aînés, etc. Par exemple, Macron s'est battu comme un beau diable au début de son quinquennat sur l'affaire des travailleurs détachés. On allait voir ce qu'on allait voir, et on allait taper du poing sur la table. On a vu, en fait, il y a eu une réformette, mais ça n'a rien changé de fond. C'est ça qu'il y a une la construction européenne, la pression des pairs a sa propre dynamique qui est en train d'écraser les États, et seuls les États dirigés par une main, par des gens absolument déterminés à faire prévaloir leur intérêt national sur tel ou tel sujet. C'est le cas, par exemple, de la Pologne ou de la Hongrie ou de l'Allemagne, qui est très 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 bonne pour défendre ses propres intérêts. Ça n'est pas le cas de la France, ça n'est pas le cas de l'Espagne, ça n'est pas le cas de l'Italie. Nous, on se fait bouffer dans ce système. Et de toute façon, même si ce système marchait bien, eh bien, on serait amené de toute façon à prendre des mesures qui ne correspondent pas à ce que veut la majorité du peuple français, qui n'est que 1/27e des peuples qu'il y a, enfin pas en démographie, mais en nombre de voix, c'est 1/27e. Merci François Asselineau. Charles-Maxence Layet, c'est à vous. Oui, merci. Oui, j'aurais également d'autres anecdotes à partager qui sont du même acabit que celles de Monsieur Asselineau. Donc, il faudra qu'on se rencontre. Il faudra que vous rencontriez, mais hors micro, parce que... Non, mais Charles-Maxence, s'il vous plaît. Charles-Maxence, voilà. Allez, voilà, si vous voulez qu'on en parle, c'est maintenant. Avec Monsieur Asselineau, c'était juste revenir pour l'histoire des vaccins. Alors, sur le vaccin AstraZeneca, on a eu un tel déluge d'informations depuis plusieurs mois sur les vaccins en général, sur le Pfizer, sur le Moderna, sur les variants, sur les est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce qu'on en a, est-ce qu'on en aura pas, est-ce que ça va être obligatoire ou pas obligatoire, qu'on a oublié beaucoup de choses en cours de route. Juste pour le vaccin AstraZeneca, qui aujourd'hui en tout cas bénéficie d'une vision médiatique, d'un intérêt médiatique très très fort lié au vaudeville institutionnel européen que je vous évoquais tout à l'heure, que je vous ai résumé tout à l'heure. Donc ce qu'il faut, il y a 5-6 idées clés à avoir en tête sur ce vaccin, et ça fait la passerelle avec le passeport vaccinal. La première idée, c'est que c'est un vaccin, il faut bien l'avoir en tête, c'est pareil que le vaccin de Pfizer-BioNTech. Ce vaccin d'AstraZeneca, il a été développé par une start-up, une jeune pousse qui était dérivée de l'université d'Oxford et qui s'appelle Vaccitech. Ce vaccin est un vaccin OGM, qui est basé sur une technologie à vecteur viral et à partir de fragments génétiques de virus de chimpanzé, on appelle ça un adénovirus, c'est un virus de rhume, mais c'est un vaccin OGM au même titre que les vaccins ARN messagers qui sont poussés par Pfizer et Moderna. Mais si vous voulez, il y a des différences d'appréciation pour dire ou pas si c'est des vaccins OGM. Du point de vue de l'Union européenne ou de l'Agence des médicaments, ce n'est pas un vaccin OGM. Du point de vue d'une association comme le CRIGEN, qui fait office de lanceur d'alerte sur les questions des manipulations génétiques, c'est un vaccin OGM. Et sans doute, du point de vue de la Cour de justice européenne, les vaccins ARN messagers, qui sont de l'ordre de la biologie synthétique, et donc d'une construction en laboratoire, d'un vaccin de synthèse, d'une séquence génétique artificielle, seraient sans doute un vaccin OGM. En ce qui concerne le vaccin d'AstraZeneca, c'est un vaccin OGM de façon indiscutable, assumé et reconnu en tant que tel. Il n'y a pas d'ambiguïté. Pourquoi ? Puisqu'il mélange deux types d'ADN, il mélange deux types de séquences génétiques. Il mélange du matériel génétique qui vient de l'adénovirus du chimpanzé et du matériel génétique qui vient du coronavirus, du SARS-CoV-2. Ok, c'est un mélange des deux. C'est un vaccin hybride. On appelle ça un vaccin mosaïque. En tout cas, c'est une séquence génétique mosaïque. Et donc, cette séquence génétique mosaïque, parce que c'est un vaccin OGM, ça a une certaine instabilité génétique. Ça, faut l'avoir en tête. Et c'est ça qui fabrique, qui s'insère, d'où le fait qu'on a un discours du côté des vaccins critiques, on pourrait dire, qui est attention à ces technologies sur lesquelles on n'a aucun recul. Il n'y a jamais eu de vaccin comme ça autorisé chez l'être humain aujourd'hui. En fait, ce sont des vaccins qui dérivent de thérapies géniques, et donc en fait, on est cobaye par rapport, la population est cobaye par rapport à des injections, à des traitements qui arrivent sous cet angle du vaccin magique, alors qu'on n'a aucun recul et on ne sait pas ce que ça peut provoquer comme effet à long terme. On en a parlé tout à l'heure. Autre donnée aussi, c'est que ce vaccin
d'AstraZeneca, et ça explique aussi des éléments de la guerre commerciale. Donc on n'a toujours pas parlé de passeport vaccinal, hein, Charles Maxence. Hein. Ça y vient. Ce vaccin d'AstraZeneca, il a été mis en avant, c'était un des arguments commerciaux qui était poussé par AstraZeneca, notamment durant l'été 2020, comme étant commercialisé à but non lucratif. Et cet argument du but non lucratif non seulement il a été mis en avant pour pouvoir faire partie des vaccins considérés comme méritant d'être commandés et d'être regardés en priorité, et c'était aussi une stratégie pour pouvoir rentrer dans les pays, on parlait de l'Inde, dans les pays d'Afrique, dans des pays, là aujourd'hui il a été autorisé, actuellement il est autorisé au Maroc, il est autorisé au Vietnam. En tout, le vaccin d'AstraZeneca est autorisé dans une vingtaine de pays à travers le monde, et pour les 3/4 d'entre eux dans des pays du Sud, d'accord. Et ça se passe à travers une boîte indienne qui s'appelle le Serum Institute of India, qui fabrique sous licence le vaccin d'AstraZeneca. Donc on a des entreprises en Europe qui fabriquent le vaccin pour l'Europe ou pour la Grande-Bretagne, et c'est là-dessus qu'il y a une guéguerre actuellement. Et on a aussi ce vaccin qui est d'ores et déjà commercialisé ou autorisé via une entreprise indienne qui fabrique pour d'autres pays qu'on va qualifier de pays à faible revenu. Ça, c'est vraiment pour le contexte technico-commercial autour de ce vaccin d'AstraZeneca. Et ce qu'il faut, et aujourd'hui, on est sur une situation où il y a des urgences, en tout cas, on nous parle des variants. Et en fait, ce qui est assez surprenant, en tout cas, il y a une coïncidence assez étrange, c'est que les fameux variants britanniques d'Afrique du Sud et du Brésil, bizarrement, ils sont apparus dans des pays où ont eu lieu les essais cliniques d'AstraZeneca. C'est-à-dire que les essais cliniques d'AstraZeneca ont eu lieu en avril, ça a commencé en Grande-Bretagne, en juin, ça a commencé en Afrique du Sud ou au Brésil, et on se retrouve avec les mois de septembre, avec l'apparition d'un variant en Grande-Bretagne, et dans les mois qui suivent, on détecte un variant d'Afrique du Sud, on détecte un variant du Brésil. Et c'est assez étonnant comme coïncidence, on a une coïncidence géographique. Et quand on creuse un petit peu, ce vaccin d'AstraZeneca qui est génétiquement modifié, il traite de la protéine S, la fameuse spicule. Et quand on regarde les variants en termes de mutations génétiques, et ce qui les caractérise, ces fameux variants qui créent l'affolement un peu général actuellement, c'est sur la protéine S qu'il y a notamment une concentration des mutations génétiques qui ont été identifiées. Donc non seulement il y a une coïncidence géographique, on a aussi une coïncidence chronologique, et en plus on a une coïncidence génétique. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où en tout cas on ne peut pas écarter l'hypothèse que les variants britanniques ou sud-africains qui créent beaucoup d'émoi à travers le monde d'un point de vue santé publique, qui questionneraient même peut-être l'efficacité des vaccins, est en fait une conséquence, un effet indirect des essais cliniques d'AstraZeneca liés à ce vaccin qui ont eu lieu dans ces 3 pays, tout d'abord, avant que les campagnes de vaccination commencent. Merci Charles Maxence Layet, merci beaucoup. On reviendra sur le passeport vaccinal la prochaine fois. Merci. Olivier Soulier, vous avez 2 minutes à peine pour dire encore quelques mots, et j'aimerais la conclusion de François Asselineau. Oui, je pense que ce que dit Charles Maxence est malheureusement hautement probable. C'est très préoccupant, et si on n'a pas de connaissances, de certitude scientifique, je pense qu'on ne s'amuse pas à prendre ce genre de risque. On peut s'amuser, on peut le faire dans le cadre d'une expérimentation à petite échelle sur quelques centaines de milliers de personnes. On fait pas ça sur 3 ou 4 milliards d'habitants. C'est jouer. Imaginons un instant qu'on ait réellement un problème. Et c'est tout à fait possible, comme le dit Christian Vellot, le patron du CRIGEN, dans son excellente vidéo. Imaginons qu'on a un problème, on a une telle quantité de gens que ça va arriver, et là on va se retrouver avec un problème mondial, une crise sanitaire d'une dimension qu'on n'a jamais vue, avec peut-être des milliers ou des millions de morts, et ça va être un truc, on ne peut pas s'amuser à prendre ce risque-là. Ça c'est... Maintenant, ce que je voudrais dire comme conclusion, c'est... on parle ici, on explique les choses, on est tous là pour essayer de parler de ça. Moi j'ai envie de dire aux gens, mais reprenez votre vie en main. Ne vous laissez pas impressionner. Essayez de comprendre au fond de vous, vous n'êtes pas des esclaves, vous avez cette capacité de discernement. Il y a aujourd'hui différentes manières de manifester votre volonté. Ne vous laissez pas abattre. On est là pour vous le dire. Il y a tous les collectifs où vous pouvez intervenir. Reprenez votre vie en main, et surtout ayez confiance aussi que votre corps est capable, parce qu'on vous met dans une narration où on vous dit votre corps n'est même plus capable de se défendre seul. Ce n'est pas vrai. Vous êtes des gens extraordinaires.
ayez-en conscience, reprenez votre pouvoir. C'est ça ma conclusion. Merci Olivier Soulier. Un auditeur, il y a eu énormément de questions, j'ai pas pu répondre. Bonsoir, émission très riche, mais pourrait-on laisser parler un peu monsieur François Asselineau, que l'on n'entend pas souvent dans les médias, émission formidable. Alors, on vous écoute François Asselineau, mais malheureusement, vous n'avez plus que 3 minutes. Alors d'abord, merci à cet auditeur. Et on vous réinvitera. Voilà, réinvitez-moi, effectivement. D'ailleurs, au passage, je signale à tous les auditeurs qui voudraient m'écouter, ils n'ont aussi qu'à écrire aux grandes télévisions, aux grandes radios et au CSA. Il faut dire, ça n'est pas normal. Quand je vois que des personnes qui ne font même pas de politique, par exemple, je pense à Monsieur Montebourg, qui avait dit qu'il abandonnait la politique, et puis qu'il devenait producteur de miel, et puis il suffit qu'il dise, tiens, je vais me présenter à la présidentielle pour que d'un seul coup, toutes les radios, toutes les télés l'invitent, etc. Mais pourquoi ? Parce que M. Montebourg, il dit qu'il va réindustrialiser la France, qu'il veut se battre pour le Made in France, et ça, ce qui plaît à beaucoup de Français. Mais surtout, M. Montebourg a dit, mais je ne ferai pas le Frexit. Il est là, le truc. C'est-à-dire qu'en fait, il en fume comme tous les autres. Alors, moi, ce que je voudrais dire je voudrais apporter ici un message positif. C'est que les choses, elles bougent quand même. Les choses, elles bougent parce qu'on parle de désobéissance civile et ci et ça. Personnellement, j'ai toujours un petit peu de prudence sur le sujet. Je ne veux pas inciter à faire je pense que la situation peut évoluer de façon, pour l'instant encore, en restant dans la légalité. Je m'en voudrais de pousser des restaurateurs qui sont dans une situation épouvantable à leur donner des conseils de braver la loi avec un risque quand même majeur, parce que je pense que c'est ça qu'a prévu le gouvernement, c'est-à-dire de leur taper dessus, de leur filer 1 an ou 6 mois de fermeture administrative et des amendes monumentales, et après les gens se retourneraient vers moi et me diraient alors qu'est-ce que vous faites? Je pourrais pas les aider. Non, moi je pense qu'il y a des moyens. D'abord, la désobéissance civile, elle marche déjà. Si vous voulez, il y avait pour le premier confinement, il y avait une très grande majorité des Français qui étaient pour. Le deuxième confinement, c'était déjà beaucoup moins. Le couvre-feu maintenant, il est quand même moins suivi, etc. Deuxièmement, vous avez la possibilité d'aller voir votre député. Il est quand même là pour ça. Et puis vous allez voir votre député et vous lui dites, monsieur le député, ou éventuellement monsieur le sénateur, ou madame, vous lui dites, si vous n'agissez pas comme le peuple français le souhaite, je ne voterai pas pour vous et j'appellerai à ne plus jamais voter pour En Marche, etc. 2. Pourquoi vous ne lancez pas la procédure de destitution de M. Macron par l'article 68 ? Ça fait 2 ans que moi j'ai mis en ligne un dossier que nous enrichissons d'ailleurs. M. Macron s'est rendu coupable de nombreuses violations, mais éhontées de la Constitution française. Et bien vous le savez, moi ce que je vois, c'est que j'ai écrit d'ailleurs il n'y a pas très longtemps une lettre conjointement co-signée avec Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot. On a écrit une lettre conjointe à Olivier Véran. C'était le 2 janvier et j'en avais envoyé une copie à Monsieur Macron. Eh bien, j'ai reçu un courrier de Monsieur Stroda, donc le directeur de cabinet de Macron, qui m'a dit, on l'a bien reçu et on va demander, le président de la République va demander à Olivier Véran de s'occuper des traitements, puisque c'était l'objet de la lettre. Eh bien, j'ai vu qu'il y a eu une réunion sur les traitements. Maintenant, nous attendons la suite. Mais surtout, il faut jamais abandonner. Maintenant, nous allons tanner le cuir de Monsieur Véran jusqu'à ce qu'il nous explique ce qu'il fait de l'ivermectine, etc. Il ne faut pas abandonner. Il faut maintenir la pression. D'ailleurs, ça a payé, puisque vous avez vu le discours de Castex. Il renonce au confinement quand même, et il essaie de remettre le Parlement dans le jeu. Merci François Asselineau. Merci docteur Fouché. C'est maintenant.